va commencer la visite, si vous voulez vous rapprocher de moi. Bien, tout d'abord, bienvenue. Merci au Café Philosophique d'avoir organisé ce rendez-vous avec nous. J'espère qu'il sera riche et intéressant pour vous comme pour nous. Donc on va commencer par une petite visite commentée, et puis comme je pense que la plupart d'entre vous le savent ici, la visite sera suivie d'un débat, un échange autour de l'art, et plus particulièrement autour de la question de la nature d'une œuvre d'art, des possibilités éventuelles de la définir. Aujourd'hui, on va simplement circuler un petit peu à travers l'exposition. Je vais vous guider un petit peu à travers cette exposition qui est très riche. Alors, Histoire des formes, c'est une exposition qui met en regard une grande diversité d'œuvres réalisées par plus d'une vingtaine d'artistes. Tous sont liés au champ de l'abstraction et plus particulièrement à celui de l'abstraction géométrique. S'observent toutefois des débordements. On aura l'occasion de la découvrir à travers la visite. Par ailleurs, les œuvres présentées ici couvrent, délimitent une période qui va des années 1960 à nos jours. Elles sont donc réalisées parfois à plusieurs dizaines d'années d'écart, et pourtant elles sont rassemblées ici non pas d'un point de vue, dans une perspective historique, didactique, mais plutôt dans une approche sensible qui les met en dialogue et qui révèle, qui dégage la façon dont des propositions artistiques issues de questionnements qui sont singuliers, ceux des artistes, vont pouvoir dialoguer entre eux, vont pouvoir se mettre en résonance du point de vue de l'intention, du point de vue de la forme questionnée, du point de vue de la démarche, du point de vue de la forme également. Donc l'exposition Histoire des formes s'organise véritablement en différents espaces sensibles à travers lesquels on va progresser ensemble. On va, à travers les quelques œuvres choisies qu'on a sélectionnées un petit peu ensemble avec Bruno pour illustrer au mieux le propos qui va être le vôtre après la visite, on se rendra compte que finalement chaque œuvre propose une acceptation de l'œuvre d'art. Dans une perspective existentialiste un petit peu simplifiée, on pourrait même considérer que chaque œuvre d'art propose une définition ou une expression possible de ce que pourrait être l'art aujourd'hui. On va voir que c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais néanmoins, n'hésitez pas à garder cela en tête à travers la diversité des propositions qui vont être celles d'aujourd'hui, de façon à ce que ça puisse nourrir vos échanges par la suite. En cours de route, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. La visite est vraiment une introduction, une espèce de mise en bouche au débat qui va suivre. On essaie tout de même de garder en tête qu'on a à peu près 30 minutes devant nous, de façon aussi à laisser le temps au débat de se déployer vraiment de façon satisfaisante. Donc, encore une fois, néanmoins, si vous avez des questions, si l'échange s'initie dès la galerie haute, il faut pas se l'interdire. Je répondrai à vos questions avec plaisir. Si tout cela est clair, je vous invite à aller voir une première œuvre. Alors, comme je l'ai dit, l'exposition Histoire des formes n'est pas construite selon un parcours obligatoire. On peut en fait aborder chacun des espaces de façon personnelle, de façon propre. Donc, on va commencer en fait par le fond de l'exposition. Donc, je vous invite à me suivre. Alors,
Les œuvres qu'on regarde, auxquelles on s'intéresse ici, qui se trouvent donc derrière moi et puis tout autour de vous en réalité, ce sont les œuvres d'une artiste qui s'appelle Anna Eva Bergman, qui est un petit peu une des figures tutélaires de l'exposition, une des plus anciennes aussi. Anna Eva Bergman, elle est née en 1909. En fait, sa carrière commence comme illustratrice de presse ou pour différents supports, donc par des dessins plutôt figuratifs, pas grand-chose à voir avec l'abstraction, qu'elle développe en fait dans l'entre-deux-guerres. Donc c'est une artiste franco-norvégienne. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, elle va se réfugier en Norvège où elle va passer toute la durée de la guerre et c'est un temps qu'elle va consacrer principalement à l'étude des mathématiques, de la philosophie, de l'esthétique, de la géométrie. Qu'elle va consacrer aussi beaucoup à des promenades dans les paysages nordiques, de longues contemplations. Et finalement, son travail va s'en retrouver complètement transformé, puisque assez rapidement, quand elle revient à la peinture après la Deuxième Guerre mondiale, elle est revenue à Paris, elle développe en fait son dessin, elle développe un travail de peinture qui se déconstruit très très rapidement et qui va aller chercher vraiment du côté de l'abstraction. Alors, on voit de façon assez caractérisée un petit peu le travail qui peut être le sien. Elle s'engage dans une espèce de recherche des formes pures du monde, c'est-à-dire que son dessin s'épure, se déconstruit, se simplifie. Elle a cette particularité de travailler d'utiliser encore des techniques artisanales un petit peu anciennes, notamment l'utilisation de la feuille d'or ou de la feuille de métal. Et puis, elle utilise en fait ces différentes techniques, voilà, pour réaliser ces grandes formes abstraites. Assez majestueuses, presque monumentales. Qui constitue une espèce de vocabulaire un peu élémentaire de forme plastique. On a une montagne, on a un glacier, on a encore un renvoi à des choses existantes, des noms qui sont nommés. Donc c'est la montagne rouge, c'est le glacier, c'est le tombeau de Théodorus, c'est Nunatak. Et là, on voit que finalement, malgré l'abstraction, au travers de l'abstraction, persiste encore un attachement aux formes du monde, un attachement à la représentation des choses, ou en tout cas à la représentation de choses qui se déploient sur la toile. Alors, du coup, ces œuvres, elles ont un caractère, après, à chacun de se les approprier et de les lire un petit peu avec sa sensibilité, mais elles ont clairement un caractère assez atemporel, elles offrent une espèce de paysage qui serait un petit peu en flottement dans l'espace, quelque chose d'assez universel, d'où va émerger aussi un certain rapport à l'absence, l'absence de corps, l'absence de sujet finalement dans sa toile. Et puis, par ailleurs, les œuvres d'Anna Eva Bergman, elles ont aussi une place un petit peu singulière dans l'exposition, en ceci qu'elles entretiennent dans cette conception de l'œuvre d'art, dans ce rapport à ce qu'est une œuvre d'art, elles ont encore des liens très forts avec une acceptation qui serait une acceptation encore très, très liée à l'art moderne, où l'œuvre est un tableau bidimensionnel que le spectateur contemple dans une relation très duelle. Le tableau qu'il a devant lui est finalement autonome, est un système esthétique sensible à part, fonctionne pour lui-même, et il y a une relation comme ça qui s'établit très, très duale avec le regardeur qui la contemple, qui en fait une expérience sensible. Donc il y a encore ce travail très incarné, très plasticien du rapport à la peinture qui s'applique, qui se travaille, la peinture qui, superposée par couche et par couche, vient faire matière, se travaille au couteau, se déploie en aplat. Il va vraiment proposer, dans le cadre très délimité de la toile, du châssis, du canevas, donc de ce format finalement qui nous est maintenant très très familier, ce spectacle autonome
autonome, dans un rapport de contemplation et d'expérience esthétique sensible, dans laquelle le regardeur est invité à se plonger véritablement. Alors on continue, on va passer à une autre œuvre. Alors on va rester ici pour l'œuvre suivante. Voilà. Alors, comme je disais, on s'intéresse à Vera Molnar, qui est donc une autre figure tutélaire de l'exposition, une grande dame de l'art contemporain et de l'abstraction du XXe siècle, qui est née en 1924 à Budapest et puis qui assez rapidement va s'installer à Paris où elle va vraiment développer son travail. Vera Molnar, elle a une place un petit peu à part dans l'exposition aussi, puisqu'elle elle revient en fait de façon un petit peu transversale dans de nombreux espaces en fait, de nombreux espaces de l'exposition. Elle jouxtait tout à l'heure certaines toiles d'Anna Eva Bergman qu'on a discutées. Donc elle a cette place assez singulière qui est liée en fait à la richesse et à la continuité, à la constance de l'intérêt de ses recherches et de son travail tout au long de sa carrière, puisque c'est quelqu'un qui est vraiment arrivé à une maturité, à un développement de son travail dès les années 1950-1960 et qui continue à travailler aujourd'hui. Vera Molnar, elle a 92 ans, quelque chose comme ça. Elle expose au Centre Pompidou. Elle fait l'objet aussi d'un regain d'intérêt et d'attention pour l'importance en fait de son œuvre. Alors, Vera Molnar, en fait, elle a très tôt exprimé, perçu, identifié son intérêt pour la relation qui pourrait s'établir, qui pourrait être féconde entre les arts et les mathématiques. Elle a un goût très très prononcé pour l'abstraction, évidemment, qu'elle identifie très rapidement, et puis plus particulièrement un goût pour le minimal, le géométrique, le sériel, et puis le concept, ce qui est le concept entendu comme vraiment la forme épurée, la forme la plus simple possible des choses, à partir desquelles peuvent éventuellement se redéployer de nouvelles formations, de nouveaux archétypes, puisque à partir de ces concepts, de ces formes très simples, une ligne, un carré, qui sont des formes qu'elle va travailler, retravailler en fait tout au long de sa carrière. Elle va les déformer, leur impulser en fait des contraintes, des modifications qui vont lui permettre de révéler des formations nouvelles, des archétypes possible au sein de la forme. Vraiment ce champ mathématique pour de nombreux artistes. Donc Vera Molnar, mais elle n'est pas la seule au moment où elle travaille. Il y a aussi François Morellet qui a une toile juste à côté et dont elle est très proche. S'intéresse à cette relation qui pourrait s'établir entre les sciences et l'art et s'intéresse aussi du coup au possible que peut représenter à l'époque l'outil informatique. Vera Molnar est une des pionnières de l'utilisation de l'ordinateur dans la création artistique dans les années 1960. Alors les ordinateurs des années 1960, c'est pas du tout ceux d'aujourd'hui. C'est des énormes bécanes qui n'ont pas d'écran, qui génèrent des algorithmes comme ça de façon. Il faut utiliser un langage codé spécifique en fait pour interagir un petit peu avec eux. Et tout l'enjeu en fait de l'utilisation qu'en fait Vera Molnar, c'est de non pas s'en servir comme d'un simple, de servir de l'ordinateur comme d'un simple automate, mais vraiment comme d'un outil à même de générer pour elle des formes nouvelles. Et là, on retrouve vraiment une des grandes problématiques de l'abstraction, qui est celle de se dégager de l'obligation de représenter le réel, de se dégager de la représentation, tout en introduisant dans le monde des formes nouvelles. Et de ce point de vue-là, évidemment, l'ordinateur, qui, à partir du moment où on le programme, est en mesure de générer des possibilités inattendues, complètement imprévisibles pour le cerveau humain, est vraiment un outil extrêmement riche, en fait, pour Vera Molnar et puis les artistes qui travaillent un petit peu dans les mêmes directions.
Alors, c'est le cas de la promenade, c'est le cas de la promenade presque aléatoire, qui est une œuvre des années 1990. Donc, on a quand même un petit peu fait un bond dans le temps. Donc, c'est une ligne continue générée à l'aide d'un programme informatique que Vera Molnar a réalisé avec un artiste et mathématicien qui s'appelle Erwin Steller. Et en fait, ce programme permet d'impulser un crayon électronique, de le programmer en fait. De programmer pour qu'il se tourne dans un certain angle et puis qu'il avance d'une certaine distance. Et en fait, cette programmation établie, ensuite Vera Molnar, elle la modifie. Elle lui impose des contraintes, elle le fait systématiquement. Donc on diminue le nombre de lignes, on augmente la part de l'aléatoire, la part du hasard, et puis surtout, on fait en sorte que d'une séquence sur l'autre, en fait, les lignes se rejoignent. Et à partir du moment où ça s'est programmé, finalement, la ligne est véritablement continue et a un potentiel de développement infini dans l'espace. On se retrouve donc avec une œuvre qui montre un petit peu la façon dont ce qui se joue en fait chez Vera Molnar, c'est aussi un rapport à la dépersonnalisation du geste artistique, puisqu'il y a délégation d'une partie de la création de la forme à l'outil informatique, et il y a aussi une délégation dans l'installation, dans la réalisation de l'œuvre, puisque celle-ci s'installe de façon tout à fait protocolaire. En fait, une fois que les formules mathématiques ont créé leur ligne, en fait, il suffit de les imprimer à échelle 1 sur des feuilles A4 qui donnent l'emplacement en fait des points et puis le tracé de la ligne. Ensuite, on les annule, on les met toutes les unes après les autres, et puis on les relie de cette façon. Donc, il y a aussi, du coup, délégation du geste de réalisation. Ça indique vraiment ce déplacement du geste artistique qui n'est plus dans la réalisation, mais qui est dans une création qui intervient bien en amont de l'installation de l'œuvre. Ça ne veut pas dire que l'artiste ne fait pas des choix, puisque Vera Molnar a tout de même impulsé, programmé tout ce déploiement de forme. Elle a choisi aussi son expression plastique, puisque ça aurait pu être un dessin. Ce n'est pas le cas. Ce sont des clous implantés et puis du fil noir qui les relie. Ça produit quoi ? Eh bien, tout simplement, en fait, l'œuvre sort de la bidimensionnalité, arrive dans l'espace en 3 dimensions, des ombres se créent, une petite perspective se crée, et puis ça lui donne aussi ça donne aussi à ses formules mathématiques une certaine délicatesse matérielle, puisque un dessin, c'est un écrit, c'est une trace qui est une relative permanence, qu'on peut éventuellement se débrouiller pour que ce soit indélébile. Là, il suffirait d'un léger mouvement du doigt pour que je décroche une des courbes du clou pour que l'ensemble de la ligne, qui est ce développement infini dans l'espace, se détricote en quelques instants. Donc il y a aussi quand même tout de même cet attachement aussi à une délicate matérialité des choses. Donc ce n'est pas parce que ça passe par l'ordinateur qu'il n'y a pas un rapport sensible qui se crée. Voilà. Ça va ? Bon, alors on continue. Ah oui, si, une dernière remarque tout de même, parce qu'elle est importante aussi pour l'échange qu'on va avoir tout à l'heure. Justement, en guise de commentaire et puis de conclusion un petit peu de mon passage sur Vera Molnar, une citation en fait de l'artiste qui peut nourrir un petit peu l'échange qu'on va avoir tout à l'heure. En fait, Vera Molnar, elle disait que finalement l'œuvre créatrice n'est plus un résultat, mais elle est un modèle. Et de ce point de vue-là, il y a une distinction, il y a un éloignement qui s'opère entre la création et la réalisation. Mais ce rapport à l'œuvre qui n'est plus résultat, mais qui est un modèle pour un déploiement, je pense que c'est quelque chose qui peut être assez intéressant de garder en tête. Alors approchez-vous maintenant, on passe dans l'autre espace. Ensuite,
vous voyez qu'ici, on est passé dans un espace donc, qui est différent de celui dans lequel étaient présentées les œuvres de Molnar et de François Morellet, qui marquait vraiment un rapport de l'abstraction à des lignes brisées, des lignes géométriques, sérielles, mathématiques. Là, on est toujours dans l'exploration de la ligne, et en même temps, on revient à une incarnation, à un rapport au geste, à la relation entre le dessin et puis le corps qui trace. Un petit mot sur Marianne Mispeler, qui est cette fois une jeune artiste qui est née en 1988, je crois, qui est venue en fait dessiner littéralement cette œuvre murale le jour de l'inauguration, donc sous la forme d'une action performée qui s'appelle Mesurer les actes. Alors mesurer les actes, en fait très simplement, l'artiste trace pendant 1 minute une ligne verticale de bas en haut, qui démarre toujours à la même hauteur. Donc une ligne verticale de bas en haut à l'encre, avec différentes dilutions d'encre de Chine. Et à chaque minute, elle reprend. Donc finalement, cette performance, on peut mesurer très précisément combien de temps elle a duré. Il y a 234 lignes, je crois que je les ai comptées une fois. Donc elle a duré à peu près 4 heures. Et il y a vraiment, en fait, ce rapport, cette exploration qui se retrouve un petit peu dans toutes les œuvres de Marianne, cette exploration du dessin comme un prolongement du geste, un questionnement de la trace, et aussi, évidemment, une approche du temps et de l'inscription du temps, et du temps dans l'espace et de la construction de l'espace. Il y a vraiment une espèce de matérialisation qui se crée. Alors évidemment, en lien avec le corps, la ligne va se déformer, puisque c'est une action longue qui forcément va être soumise aussi rigoureuse que celle d'être l'artiste et aussi constante dans ses gestes, va être soumise à un contexte qui peut être intérieur, ça va être la fatigue du bras, ça va être l'inattention, la déconcentration, mais ça peut être extérieur aussi, une interruption, quelqu'un qui lui parle, et forcément, il va y avoir des déformations contre lesquelles va essayer de lutter l'artiste, mais sans non plus s'ériger complètement contre, qui vont venir travailler la surface d'un temps qui s'écoule. On a vraiment en fait cette déformation progressive qui indique aussi qui rappelle ce lien très profond entre cette ligne qui commence à faire surface, puisqu'elles sont alignées les unes après les autres, et puis le corps de l'artiste qui finit aussi par s'arrêter. Donc là, on arrive dans des propositions artistiques où finalement l'action, la réalisation fait partie intégrante de l'œuvre, mais l'œuvre elle-même est une manifestation du temps et de l'espace dans lequel sa réalisation s'est opérée. Donc on a aussi des œuvres qui, de ce point de vue-là, ouvrent vraiment à une contemplation un petit peu poétique du contexte dans lequel elles émergent, elles se déploient dans l'espace. Donc on commence à avoir des œuvres aussi qui se prennent elles-mêmes, qui donnent à voir les conditions de leur réalisation. Vous voyez qu'on est arrivé finalement très très loin des toiles de Bergman, qui présentait vraiment, où là le tableau était encore finalement le tableau, l'objet tableau est presque synonyme de l'œuvre. Il n'y a pas de distinction. Là on est sur des éclatements, sur un rapport aussi à la présentation, à l'œuvre et l'artiste qui prend en compte les conditions dans lesquelles le regardeur, le spectateur va voir l'œuvre, va pouvoir retracer un petit peu le contexte de sa réalisation. Alors, je vais vous demander de pivoter d'un quart de cercle et de glisser un œil. Oui. Alors, en fait, elle décide, Marianne Mispeler, elle décide, l'arrêt de l'œuvre
est déterminé par des conditions extérieures, c'est-à-dire un arrêt des ressources. Soit l'artiste est fatigué, soit la structure ferme, soit elle a plus de peinture ou quelque chose comme ça, soit il n'y a plus de place. Hein. Donc oui, ça c'est quelque chose d'aussi tout à fait décisif, c'est que dans ce rapport à l'inachèvement, quelque chose qui était aussi présent chez Molnar et dont j'aurais pu parler un petit peu de la même façon, c'est que du coup, par rapport aux spectateurs, par rapport aux regardeurs qui contemple, qui fait l'expérience de l'œuvre, à partir du moment où est posé ce principe protocolaire, le contexte dans lequel se réalise l'œuvre, finalement, ce qu'on regarde, l'œuvre qu'on regarde est effectivement, dans le contexte d'exposition dans lequel on la voit, est matériellement finie, mais à partir du moment où son principe peut se poursuivre dans un autre contexte, dans un autre cadre, intellectuellement, elle est inachevée, inachevable. Et là, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il appartient finalement aux spectateurs, aux regardeurs, de dégager, de se rendre compte. Et c'est là aussi qu'il y a toujours une partie, il y a peut-être aussi une partie de l'œuvre, de sa signification, qu'il est donné aux spectateurs de compléter. Alors, un petit mot sur la vidéo qui se trouve ici, qui est très rapide, qui fait 12 secondes. Et donc je crois que les agents d'accueil se lassent un petit peu parce qu'elle fait toujours le même petit bruit obsessionnel toutes les 12 secondes. Alors, c'est une vidéo qui est réalisée par un jeune artiste qui s'appelle Yvan Argote. Il l'a réalisée en 2008. Alors je crois que j'ai pas besoin de la décrire, l'œuvre, elle parle d'elle-même. Alors Yvan Argote, c'est un artiste dont le travail se caractérise par l'exploration des relations qui se font entre l'individu, en particulier sa personne, ou en tout cas une cellule familiale, domestique, et puis ce qu'il appelle les grandes choses, les grandes idées, que sont les gens, la société, l'autorité, la ville, et la façon dont l'individu va pouvoir penser un petit peu la relation qui s'établit. Alors, ce travail-là, il l'effectue par de brèves actions, des propositions qui travaillent en fait d'une façon un petit peu affective, c'est-à-dire que aux grandes idées que sont l'autorité, la ville, la politique, l'histoire, il oppose des réactions affectives. Alors l'affect, c'est quoi réagir de façon affectivement, de façon affective, c'est la provocation, c'est la critique et potentiellement c'est le vandalisme. Donc ce qu'on voit ici. Je pense que c'est une vidéo qui choque à tout un tas d'égards, puisque d'abord il y a évidemment un choc esthétique, visuel. On le voit pour ceux qui ne l'avaient pas reconnu. En fait, il est en train de taguer des œuvres de Mondrian qui sont exposées à Beaubourg. Donc ce premier choc esthétique, visuel, évidemment, il repose sur un contraste formel assez évident entre les lignes caractéristiques de Mondrian, la verticalité, l'horizontalité, ce rapport extrêmement rationnel à une abstraction extrêmement rationnelle, et puis qui contraste fortement avec la spontanéité du geste du graffeur qui vient introduire une courbe qui traverse complètement l'espace de la toile et qui vient opposer cette espèce d'esthétique nouvelle, contemporaine, urbaine, vandale aussi, complètement irrévérencieuse, à ce grand maître de l'abstraction. Évidemment, il y a un autre choc qui est un choc politique, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de taguer des œuvres qui font partie d'un patrimoine commun, qui ont le statut de trésor national quand même. C'est absolument interdit. Donc il y a un choc évidemment qui est là ici aussi. Et puis il y a un choc artistique, historique, qui est celui de voir ce jeune artiste aujourd'hui très jeune, donc avec une œuvre encore en travail, dont on ne connaît pas encore exactement l'importance réelle au regard
regard de l'histoire de l'art, qui vient se permettre de vandaliser, non seulement de vandaliser les œuvres de Mondrian, mais en plus de les réduire finalement en graphant dessus à une simple surface, un simple support sur lequel, bon, voilà, comme fait le graphe, en fait, voilà, ce sont des superpositions, des dessins recouverts, etc. Donc Mondrian, une surface, bon, d'accord. Donc voilà, il y a tout un jeu qui s'installe comme ça, sur lequel l'artiste travaille, entre ce qui est, lui, sa position d'artiste, sa position de personne, sa position de personne un petit peu anonyme, ou de jeune artiste qui se cherche un petit peu une place dans l'histoire de l'art, et puis les grandes figures qui sont aussi des autorités, hein, et auxquelles il y a des attentes qui sont associées. On ne se comporte pas de n'importe quelle façon, hein, dans un musée, dans une institution, face à Mondrian, etc. Donc il vient évidemment par le choc titiller un petit peu le spectateur et l'obliger finalement à chercher à comprendre, à réagir, etc. Alors, une remarque qui va peut-être rassurer tout le monde, il ne l'a pas vraiment fait. Chaque fois, c'est le soupir de soulagement. Donc, mais c'est marrant parce que du coup, j'ai eu un doute juste avant la visite, et donc je me suis permis d'appeler la galerie pour savoir, etc. Nous, on le savait, mais à chaque fois, il y a des débats entre nous aussi. Donc, en fait, le trait du graphe est rajouté en post-production, en fait, au montage de la vidéo. Donc, finalement, dans le musée, il s'est contenté de son geste. Ce qui est intéressant d'ailleurs, parce que du coup, il complique encore en fait cette question de l'irrévérence, du vandalisme, qui n'en est pas vraiment une, et en même temps, il cherche quand même très très fort à nous le laisser croire. Et puis par ailleurs, pour nourrir encore d'une autre façon les échanges qui vont suivre, il y a aussi ici, chez Argot, comme il y avait chez Marianne Mispeller, ce rapport à l'œuvre performée, hein, à la performance, qui pose aussi des questions, hein, sur la nature de l'œuvre, puisque finalement, ce qu'on regarde n'est qu'une trace de l'action. Hein, donc ce n'est plus l'action elle-même, il y a un décalage dans le temps qui s'est produit. Alors évidemment, avec Argot, lui, il complique tout, parce qu'il y a eu effectivement un retravail. L'action en elle-même ne se suffisait pas, puisqu'il y a eu un retravail ensuite de la vidéo en post-production. Hein, donc finalement, il y a une succession il y a un dispositif technique, hein, qu'il a mis en œuvre pour produire le sens général et l'effet, hein, sur le spectateur qu'il attendait. Mais ça pose quand même des questions, puisque finalement, elle est où l'œuvre ici? Un acte de vandalisme, un graphe, on le sait, on le connaît, c'est pas ça qui fait l'œuvre. L'artiste confronté à un autre artiste, c'est pas forcément ça qui fait l'œuvre non plus. Mais là, on se rend compte que finalement, l'œuvre, elle est en fait le fruit d'une conjoncture d'éléments, hein, que l'artiste rassemble. C'est le fait que ce soit lui, Argot, inscrit dans une recherche artistique qui questionne des codes sociaux, qui vient se confronter aux œuvres de Mondrian. C'est le geste qu'il fait, c'est le retravail, le travail de la vidéo après, c'est l'effet attendu, escompté chez le spectateur. En fait, c'est une conjoncture d'effets, hein, qui va donner son sens à l'œuvre et inviter le spectateur à se l'approprier. Hein, donc vous voyez que là, on est vraiment dans des acceptations extrêmement différenciées, très différentes. Donc voilà. En fait, moi, je vais m'arrêter ici. Si vous avez des questions, je peux y répondre rapidement. Sinon, voilà, j'espère que j'ai fourni un petit peu de matière pour initier l'échange. J'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous invite peut-être d'ici... on donne peut-être 5 minutes pour... En tout cas, je te laisse merci Jeanne pour cette visite. Et puis, je vais dire bonjour à tout le monde parce que j'ai pas eu l'occasion de vous saluer. Merci aux tanneries, merci aux organisateurs d'accueillir le Café Philo dans ces lieux, dans ces très beaux lieux. Et je vous propose de nous revoir d'ici quelques minutes, juste à côté, où le Café Philo en tant que tel va commencer, devant un café justement, devant quelques boissons. Et nous allons parler des œuvres d'art. Je vais lancer le café. Oui, d'accord. À tout de suite. Je vous laisse... Oui. Merci. Monsieur. Oui.